Alors, bon matin, bonne fête passe. Alors, on va parler aujourd'hui, dans le cadre du chapitre 4 des mécanismes de financement internationaux de la lutte contre les changements climatiques. Alors, on va voir comment on finance la lutte contre les changements climatiques et notamment les stratégies, qu'on a deux principales stratégies, hier, à savoir l'adaptation au changement climatique et l'atténuation des changements climatiques. Alors, le cours d'aujourd'hui sera articulé autour de quatre sections, quatre principaux points. On va principalement étudier les fonds qui sont consacrés à cette lutte. Alors, donc, on va voir le fonds vert pour le climat, qui est destiné effectivement à financer les deux grandes stratégies, adaptation et atténuation. On va voir aussi le Fonds pour l'environnement mondial qui est destiné à financer des actions de lutte contre la perte de la biodiversité. C'est focalisé sur la biodiversité. Alors, on a un autre fonds qui est le Fonds d'adaptation au changement climatique. Il faut dire qu'il existe une grande variété de fonds. Nous avons sélectionné simplement quelques-uns qui nous paraissent pertinents pour ce cours. Et puis, comme quatrième fonds, voir le fonds d'investissement pour le climat. Eh bien, alors on aura une conclusion de tout le cours cette fois-là, non pas une conclusion de cette séance simplement, mais de l'ensemble des quatre chapitres que nous aurons vus. Et la conclusion va essayer de répondre à la question du rapport, finalement, du rapport entre le droit et le climat. Donc voilà pour le menu. Alors, il faut dire que plusieurs types de financement, surtout des financements multilatéraux, ont été mis en place pour lutter contre les changements climatiques. Bien. Alors, commençons par les étudier un à un. Commençons précisément par le Fonds vert pour le climat, un fonds qui est très connu. Alors, le Fonds vert pour le climat, c'est un mécanisme rattaché à l'ONU, créé par la Convention cadre des Nations Unies sur le climat. Donc, une très bonne initiative. En 1992, au sommet de Rio, lorsque les Nations Unies vont adopter cette convention sur les changements climatiques, on va créer pour la mise en œuvre de la stratégie d'atténuation, de réduction du changement climatique, on va mettre en œuvre ce fonds, le Fonds vert pour le climat, pour accompagner les, les États, la dynamique de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors donc, ce fonds vise à transférer des fonds des pays les plus avancés à destination des pays les plus vulnérables pour mettre en place des projets combattant les effets des changements climatiques ou d'adaptation au changement climatique. Alors donc, on pense, en 1992, on pense déjà à la solidarité des plus riches envers les pays les plus vulnérables. Et donc, les pays, on va dire pauvres, si vous voulez. Mais n'oublions pas que à travers
ce financement, il y a déjà l'idée que les responsables du changement climatique, qui sont les pays riches industrialisés, mettent la main à la poche pour aider, c'était ça l'idée, aider les pays en développement qui ont moins de moyens, mais qui sont frappés par le changement climatique, à, à s'adapter ou à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, à combattre le réchauffement de la planète. Alors donc, l'idée est bonne, l'idée est généreuse. Au moment où on l'a créée, c'est précisément ce qu'il faut. Parce qu'on est conscient que la lutte contre les changements climatiques doit mobiliser un certain nombre d'investissements et que les pays les plus vulnérables n'ont pas les moyens de cet investissement. Alors, il faut organiser la solidarité internationale à travers la création d'un certain nombre de mécanismes financiers, dont le Fonds vert pour le climat. Alors, donc, ce fonds, il est créé en 2010. Il a pour objectif de soutenir les efforts des pays en développement pour relever le défi du changement climatique. Et vous? Donc, c'est un fonds pour les pays en développement. Mais je voudrais vous rappeler l'une des remarques que nous avons faites à l'occasion de ce cours, soit lorsque nous, dans le cadre du cours sur la diplomatie internationale de l'environnement, nous avions vu qu'il y a certains pays qui étaient réticents à l'idée de financer les pays en développement. Alors, on va créer dans ce fonds qui est essentiellement destiné aux pays en développement. Cela signifie quoi? Cela signifie que le financement de la lutte contre les changements climatiques dans les pays industrialisés ne pose pas problème. Ceux-ci, ces pays sont capables, au plan national, de financer leurs efforts de lutte contre les changements climatiques. Et donc, la solidarité internationale va s'organiser en faveur des pays en développement, donc des pays fauchés. Mais n'oublions pas, parce que quand on va faire le bilan, quand on va se dire, mais pourquoi il y a des problèmes? Pourquoi, en dépit des annonces de financement ou de la création de toutes sortes de mécanismes de financement, pourquoi les pays en développement, finalement, ne sont pas financés? Pourquoi il y a absence de financement de la lutte contre les changements climatiques en Afrique, dans les pays en développement? Et là, je nous renvoie à ce constat. Il y a eu à l'origine, dès le départ, des réticences à l'idée de financer l'Afrique. Et donc, on crée, et c'est le sentiment que j'ai, on va y parvenir, on va créer des mécanismes comme ceci
Mais au fond, est-ce qu'on va mettre l'argent en destination des pays pour lesquels on crée le fonds? Est-ce qu'on ne crée pas des mécanismes comme ceci pour faire bonne figure au plan international? Est-ce que ce n'est pas que de la pure hypocrisie envers les pays en développement? Alors, donc, nous aurons l'occasion, je voudrais vraiment une discussion là-dessus. Parce que parce que tout ça, c'est très beau. C'est très beau de créer ces structures. Alors, je vais prendre un exemple, une discussion que nous avons eue hier dans le cadre du cours sur le droit minier. On parlait des autochtones, là, la rente minière chez les autochtones. Et puis, l'un des intervenants nous a dit qu'en RDC, il y avait 3 mécanismes pour financer les autochtones. 3. Et nous disait que sur le plan juridique, textuel, le cadre est le financement des autochtones est bien, tout est bien arrangé. On a un cadre impeccable. Alors, ça veut dire que si vous soutenez une thèse, un mémoire sur la répartition de la rente minière en RDC en faveur des autochtones, vous présentez ce cadre, vraiment, on va applaudir, on va dire, oh, ce pays est extraordinaire. La législation est avancée. On a créé toutes sortes de mécanismes, de beaux mécanismes. Pourquoi, en dépit de tous ces mécanismes-là, sur le terrain, il n'y a rien, ou presque? Pourquoi ces mécanismes ne donnent pas les résultats attendus? Pourquoi comment on crée des mécanismes sans résultat? Alors on se demande, est-ce que finalement on va créer ces choses pour plaire à, on veut plaire à qui? À l'opinion internationale, on veut tromper l'opinion nationale, les bailleurs de fonds internationaux, on veut plaire à qui? Est-ce qu'on le fait véritablement pour les personnes pour lesquelles on crée le fonds? C'est le même genre de réflexion qu'on va transposer ici. Donc, un si beau fonds qui est destiné, c'est un consensus. On crée un fonds pour financer la lutte contre le changement climatique en Afrique, au Cameroun. Le gouvernement est fauché et le gouvernement attend justement ces fonds, une belle enveloppe pour revoir tout son système de canaliser ses égouts. Alors, lors de la conclusion de l'accord de Paris en 2015, le Fonds vert pour le climat s'est vu attribuer un rôle important dans la mise en œuvre de l'accord de Paris et la réalisation de l'objectif consistant à limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius. Voyez-vous? Alors, souvenez-vous, souvenez-vous quand on a conclu l'accord de Paris, le moment était historique. L'accord de Paris, nous allons le revoir dans 2 semaines, dans le cadre du contentieux climatique. On va revenir sur le droit applicable et on va revoir les principaux instruments juridiques de protection du climat, entre autres l'accord de Paris.
Mais soulignons déjà que le moment était historique. Il était d'autant plus historique que le monde entier s'entend pour lutter contre le changement climatique. Le moment est historique. Le moment est d'autant plus historique qu'on s'entend qu'on va se donner les moyens, et notamment les moyens financiers pour la lutte. L'argent est le nerf de la guerre. Il faut des financements pour la lutte contre les changements climatiques. Et on se dote d'un outil. Et dans cette euphorie de l'accord de Paris, on va présenter le Fonds vert pour le climat comme l'instrument qu'il faut pour ramener le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius. La question qu'on va se poser, si internationalement on s'entend que cet instrument est crucial dans la mise en œuvre de l'accord de Paris, à savoir réduire la température de notre planète à 2 degrés Celsius, parce qu'il y a ce mécanisme de financement en faveur des pays les plus vulnérables. Comment se fait finalement ce mécanisme qui est au cœur de la démarche internationale ne soit pas opérant? Alors, je me souviens, lorsque le président ivoirien, Alassane Ouattara, voulait faire son 4e mandat, il a été attaqué. Les journalistes occidentaux l'ont un peu attaqué. Un mandat, démocratie. Alors, il s'est énervé et puis il a riposté aussi en leur disant que mais, les Occidentaux viennent donner les leçons de démocratie. Ils viennent nous donner des leçons de démocratie. Mais maintenant, quand leurs engagements internationaux aussi ne respectent pas leurs engagements internationaux, ils ont promis aux États en développement depuis 1992 des financements qui ne sont jamais arrivés. Donc, vous dites qu'on l'accuse de ne pas respecter la démocratie, alors que ceux qui accusent même ne sont pas des exemples. Ils formulent des engagements qu'ils ne respectent pas. Donc, donc son angle de contre-attaque était fondé sur les engagements internationaux des pays occidentaux riches industrialisés en matière de lutte contre le changement climatique. Donc, ces pays n'ont pas respecté leur engagement vis-à-vis de l'Afrique. Le Fonds vert pour le climat est le principal fonds international consacré au climat. Comment le principal instrument dédié à la lutte contre les changements climatiques, comment le principal mécanisme alors, je vais vous raconter une petite histoire. Alors, la petite histoire, c'est au Cameroun.
À l'époque, la société camerounaise, bah, je ne sais plus comment ils appellent là, leur compagnie aérienne, à l'époque, c'était Camer. Aujourd'hui, c'est Camerco. Je ne sais pas ce que ça signifie. À l'époque, c'était Cameroon Airlines. Peut-être c'est maintenant Cameroon Airlines Compagnie. Peut-être, je ne sais pas. Mais l'ancien Cameroun avait une flotte d'avions, beaucoup d'avions. Les avions neufs, les Boeing et tout ça là. Bien, maintenant, la mauvaise gestion, tout ça, quand même, qu'on se retrouve avec un seul avion. Donc, on a la compagnie n'a qu'un avion, un seul. Un seul avion. Et puis, un jour, je regarde à la télé, les gens partaient peut-être en France, là. Il y avait un vol pour la France. Et l'escalier, là, qu'on prend pour monter dans l'avion, il n'y avait pas. On est allé chez un menuisier, on a pris quelques bois, on a tapé les clous, on a posé là, les gens montaient. Catastrophe. C'est une compagnie internationale comme ça qui est défaillante à ce niveau où même les gels pour monter dans l'avion, là, on va ramasser ça chez le menuisier du quartier. Et donc, j'ai compris que ben, voilà une compagnie qui n'a qu'un seul avion et qui est défaillante au point de ne pas voir même les choses essentielles même de l'appareil. Ben, ça nous montre que la compagnie est totalement à terre. Donc, on a un fonds pour le climat qui est le principal. Et le principal fonds ici est défaillant. Alors, quand le principal fonds devient défaillant, qu'est-ce qui nous reste? S'il est le principal mécanisme pour la mise en œuvre de l'accord. Alors, on comprend tout de suite que pour les pays concernés, l'accord de Paris ne fonctionne pas. L'accord de Paris ne fonctionne pas parce que le mécanisme, le principal mécanisme pour mettre en œuvre l'accord de Paris ne fonctionne pas. Alors, le Fonds vert pour le climat aide les pays en développement à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et s'adapter aux conséquences des changements climatiques. L'instrument, le principal instrument, ne fonctionne pas, est inopérant. Il cherche à promouvoir un changement de paradigme vers un développement à faible émission et résistant au changement climatique en tenant compte des besoins des nations. Donc, un très beau discours, excellent discours. Dans un de nos cours, il y a un avocat qui avait utilisé une expression de l'hypocrisie du droit international ou du système international. Donc, c'est une assemblée d'hypocrites. Donc, ils disent des choses sans conviction. Ils disent des choses qu'ils ne vont pas réaliser. Donc, on va créer un fonds pour se moquer des pauvres. Alors, le fonds appuie l'augmentation de l'impact des investissements au niveau de l'adaptation au changement climatique, à l'atténuation de ceux-ci, tout en faisant la promotion des avantages connexes environnementaux, sociaux, économiques liés au développement, en adoptant une approche sensible au genre.
Alors, mais ce fonds a une histoire. En 2009, les États se réunissent à Copenhague et décident de créer un fonds climatique vert à Copenhague destiné à soutenir des projets ayant pour objectif de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, de lutter contre la déforestation et de prendre des mesures d'adaptation aux conséquences des changements climatiques. Tout ça, c'est magnifique. Un discours magnifique. Les bénéficiaires sont prioritairement les pays en développement les plus vulnérables pour répondre à la forte demande de financement. Les pays développés adhèrent à l'objectif de mobiliser ensemble 100 milliards de dollars par an entre la signature de l'accord et 2020. Donc, à partir de 2009, les gars se disent, oui, on va financer, on va mettre 100 milliards pour financer la transition écologique en Afrique. Alors, ce projet va se concrétiser en 2010 à Cancun, à la quasi-unanimité. Et tout le monde tombe d'accord. Comme à Paris, les États adoptent un texte mettant en place une série de mécanismes financiers à lutter contre le réchauffement climatique pour pouvoir l'adaptation à ses effets. Le fonds est officiellement créé sous le nom de Fonds vert pour le climat avec les acclamations. Bien. Alors, il est créé en 2010 à Cancun. Il est officiellement lancé en 2011 à la conférence de Durban sur les changements climatiques. Là, on est en Afrique du Sud. Malgré les propositions de l'Allemagne et de la Suisse d'accueillir le fonds vert à Bonn, c'est la ville de Incheon, en Corée du Sud, qui est désignée. Voilà. Alors, on nous dit que le fonds a soutenu 111 programmes dans une centaine de pays. Le fonds a obtenu, a soutenu 111 programmes. OK. Donc, les gars font leur bilan. Reste maintenant la question de l'impact de ce financement. Mais le fonds n'a pu tenir toutes ses promesses en 2017 à la suite de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis, qui s'était engagé à verser 3 milliards de dollars pour sa première phase, n'en ont en réalité versé qu'un seul et ont quitté le fonds. Voilà. Les problèmes de financement, bon, les États-Unis avaient promis de financer, il y a eu un changement, un président climato-sceptique est venu et il est sorti du financement. En 2018, le conseil d'administration n'a pu s'accorder sur aucune décision, mais en 2019, surmonter cette crise en votant des décisions et majorité. Ah, bref, le fonds fut plombé dans sa première phase sur les questions de financement. En 2019, 25 pays donateurs du fonds se réunissent sans les États-Unis à Paris, en espérant reconstituer le fonds pour une période, voyez-vous. Donc, dès la première phase, il y a du plomb dans l'aile du fonds. On commence à comprendre, là, on commence à avoir une explication pourquoi
Pourquoi les pays en développement n'ont rien reçu? Que les pays industrialisés n'ont pas mis la main à la poche, ne sont pas entendus sur le financement. Et donc, pendant toute cette période-là, il n'y avait rien. Donc, vous voyez, entre 2011 et 2019, ça a été marqué par ces turbulences. La première phase, toute la première phase. La difficulté à réunir les fonds. Pour conséquence, l'absence de financement de la lutte contre les changements climatiques envers les pays bénéficiaires, dont l'Afrique. Alors, en 2019, ils vont se réunir, 25 pays donateurs se réunissent sans les États-Unis à Paris pour essayer de reconstituer le fonds à 10 milliards de dollars espérés, dont 1,5 milliard promis en fin août à Biarritz. 27 pays donateurs ont promis, ils promettent toujours de payer pour compenser le désengagement des États-Unis. Bien. Alors, voyez-vous, et, et, il me semble même qu'aujourd'hui, les États-Unis ont pris les États-Unis sont désengagés dans plusieurs institutions internationales. Ils ont retiré, je crois, leur financement. Je ne sais plus s'ils sont encore à l'UNESCO, euh, le Fonds mondial sur la santé, je crois, l'OMS, Organisation mondiale, je crois qu'ils se sont retirés. Ils se sont retirés d'un certain nombre de financements où ils étaient les grands donateurs. Même situation, au niveau du climat, il fallait compenser la perte parce que lorsque le plus grand financier se retire, il faut compenser pour le manque à gagner. Alors, donc, ce rapport va nous mentionner deux petits pays, la Slovaquie et la Slovénie, qui ont apporté leur première contribution. Les petits pays. Vous voyez, voici les pays. On ne nous dit pas la France, l'Allemagne, les grands pays industrialisés, on ne les cite pas. À part le Japon, qui fait partie des meilleurs élèves ici. Le reste, rien. La Slovaquie et la Slovénie ont apporté leur contribution qui se chiffre à quel montant? Donc, imaginez, vraiment, je ne veux pas me moquer d'eux, imaginez au Cameroun ou à RDC, et puis hein, on fait peut-être une contribution nationale, tout le monde apporte de l'argent pour financer je ne sais pas quoi, et les pygmées, nos frères pygmées qui habitent à la forêt, doivent aussi contribuer. Les pauvres contribuent aussi. Alors, donc, pendant que les propriétaires, les riches industriels de Douala, Yaoundé, de Kinshasa, les propriétaires miniers, tout ça, les grands miniers, là, on attend qu'ils apportent des vraies contributions, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 50 milliards.
Quel type de contribution on va attendre des pygmées qui vivent dans la forêt, qui vivent de la chasse et de l'agriculture, mais qui vont, parce qu'ils sont des citoyens, participer aussi à un financement citoyen. Alors les pygmées, peut-être que leur contribution, ce sera deux antilopes, une gazelle et quelques poissons. Alors cet exemple, c'est pour dire que ben, la contribution des pays, petits pays comme la Slovaquie, la Slovénie, c'est une contribution faible au regard de leur développement. Un seul pays va se démarquer, c'est le Japon, à concurrence de 3 milliards de dollars cumulés depuis 2009. On ne nous dit pas ce que la France a donné, on ne dit pas ce que l'Allemagne a donné, l'Union européenne a donné, on ne nous dit pas, mais parce qu'ils n'ont rien donné. Bref, à l'analyse, il ressort clairement un problème de financement. Les promesses, les pays riches ont fait des promesses qu'ils n'ont pas honorées. Alors donc, à ce stade, on veut vous écouter. Vous, alors, parole à la classe. Il vaut mieux lancer le débat parce qu'aujourd'hui, c'est moins du droit qu'on va parler. On parle de l'argent, ou peut-être le droit de l'argent. Alors, la classe, quels sont vos commentaires? Quelles sont vos réactions? À votre avis, qu'est-ce qui pose problème? Alors, pas de réaction. On va continuer. Alors, il y a une gouvernance qui est mise sur pied pour administrer ce fonds. Alors, le Fonds vert pour le climat est dirigé par un conseil composé de 24 membres provenant à égalité des pays avancés, des pays en développement. Ils sont nommés pour un mandat de 3 ans renouvelable. Donc, 12 des pays riches, 12 des pays pauvres, 3 ans pour gérer le fonds. Les États ont fixé pour ce fonds un objectif de 100 milliards de dollars par an d'ici 2020. Hein? Voyez-vous, on a fixé, ils sont extraordinaires, ces dirigeants-là. Extraordinaires. Ils sont extraordinaires. Et c'est les mêmes problèmes qu'on va retrouver même quand il faut s'engager de manière chiffrée pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre. On s'entend sur l'objectif, mais on ne s'entend pas sur la stratégie, sur les obligations de chacun. On va se dire, alors nous sommes dans cette classe aujourd'hui à combien? Nous sommes à combien aujourd'hui? Alors nous sommes peut-être 7 en classe.
On va se dire à 7, on veut, alors, dans le cadre de notre cours sur les changements climatiques, on veut organiser un, un débat public au Kenya pour sensibiliser l'Afrique sur le financement climatique sur le continent. Donc, c'est ce que nous décidons à 7. Alors, cette rencontre va nous coûter, pour organiser tout ça, inviter des gens et tout ça, là, ça, alors ça nous prend 50 000 $. On va se répartir ces 50 000 $ à 7. On donne chacun 7 000 $. Alors, on se dit, on va financer notre rencontre à 50 000 $. Voilà le budget. Mais on ne se sait pas sans dire combien chacun va mettre à la poche. On ne dit pas qu'on attend du conseiller Jeff, parce que c'est le conseiller Jeff, il a plus d'argent que nous. On ne dit pas au conseiller Jeff, ben écoutez, monsieur le conseiller Jeff, on attend de vous une enveloppe de 15 milliards. Et on attend de notre ami, maître Ferdinand Macron, 6 milliards. On va dire le prof, vraiment le prof, les enseignants ne sont pas riches. Lui, on attend de lui 250 millions. Alors, on ne fait rien de tel pour répartir le budget. Ils vont s'entendre sur le chiffre de 100 milliards annuels, mais sans s'entendre sur la provenance de cet argent. Alors, on se dit, on va financer notre rencontre de Nairobi à 50 000 $ et on se sépare. Chacun rentre chez lui, dans son pays. C'est exactement ce qu'ils ont fait là. Mais on sait que les États sont égoïstes. Les États sont égoïstes. D'un, les États ne sont pas généreux. Deux, les États sont en proie à des crises internes. Par exemple, quand on va prendre un pays comme la France en ce moment-ci, apparemment, la France serait un État fauché. Fauché financièrement. Pour toutes sortes de raisons. La France croule sous le poids de la dette, elle est très endettée. Le budget, elle n'arrive pas à rencontrer son budget, à élaborer même un budget. Et on lui demande, en même temps, de participer à ce fonds. Donc, si le gouvernement français, européen, ces pays ont des difficultés déjà à l'intérieur du pays pour financer telle chose, alors il serait compliqué d'aller financer des engagements internationaux. Mais néanmoins, la stratégie, la fuite en avant, d'aller faire de grandes annonces, de conclure de grandes choses et se défiler
au moment de régler les détails. Donc, on s'entend sur 100 milliards, et puis on dit parce que chacun va donner. Et là, on dit 100 milliards, chacun va donner ce qu'il peut. Et alors, puisque nous sommes dans un jour de Pâques, j'ai souvent des discussions avec certaines personnes au sujet du financement de l'Église. Le financement à l'Église, pas la collecte. La collecte, le panier qu'on fait passer à l'Église. Alors, le panier qu'on fait passer à l'Église, là, on a observé qu'on fait passer au panier, si on est en Afrique, vous allez voir, les gens vont mettre dans le panier 25 francs CFA, 100 francs CFA, 1000 francs CFA. À la fin, est-ce que cette collecte peut donner? Est-ce que cette collecte permet de payer convenablement le prêtre ou le pasteur? Est-ce que cette collecte permet de financer le fonctionnement de l'église ou de la paroisse? Non, on ne peut pas financer avec la contribution des brebis. Ce n'est pas possible. Parce que ces brebis ne sont pas généreuses. Elles donnent 100 francs CFA. Bon, peut-être qu'elles n'ont pas aussi les moyens. Peut-être qu'elles donnent ce qu'elles ont ou qu'elles peuvent. Que leurs revenus sont faibles en tout état de cause. Ce qu'on va recevoir dans le panier que le prêtre fait circuler ne peut pas financer l'Église. Et donc, lorsqu'on va demander aux États qui ne sont pas généreux, qui sont égoïstes, de financer librement, on va se retrouver avec le panier du prêtre. Alors, le secrétaire général Ban Ki-moon, à la suite des performances, de mauvaises performances financières, va créer en 2010 un groupe consultatif de haut niveau sur le financement de la lutte contre le changement climatique. On va créer une autre structure là pour voir comment obtenir l'argent. Et ce groupe de haut niveau est chargé de faire des propositions quant aux possibles sources de revenus pour le fonds. Vous voyez, donc on va mobiliser quelques experts, les grands experts de la finance. Des grands experts, des grands ceci, pour dire, mais les gars, on fait comment on fait pour trouver ça? Le 5 novembre 2010, le groupe a conclu qu'il sera difficile pour les États de lever une telle somme. Notamment dans le contexte de crise de 2007. Donc, on s'est entendu sur 100 milliards annuels. La pure hypocrisie. Sachant très bien qu'on ne va pas, qu'on est incapable de réunir ce montant. Et lorsque les experts se penchent sur la question du financement, ils concluent que l'objectif là est hors de portée. Alors, donc au niveau de la contribution financière des États, on voit bien que ça marche, ça ne va pas marcher. Il restait cependant optimiste, mettant en évidence plusieurs autres sources
potentiel dans la création d'une taxe sur les transactions financières. On dit non, vraiment là, il faut taxer, il faut qu'on taxe ceux qui veulent acheter. Ben, vous voulez prendre un billet d'avion, on vous taxe 0,1% pour financer ça. Vous voulez acheter, je ne sais pas quoi, on vous taxe. On taxe, taxe, on taxe, on taxe. On ne taxe pas les États, on taxe les citoyens du monde entier. Alors, on fait un bilan, ils essayent de nous présenter un bilan de ce fonds. En octobre 2015, l'OCDE évalue à 61,8 milliards de dollars les financements publics et privés mobilisés en 2014 par les pays développés à l'appui d'actions climatiques dans les pays afin de remplir leur engagement à Cancun. Ils font le rapport qu'ils ont dépensé 61,8 milliards. Et la question, c'est où est passé l'argent? Où est passé l'argent? On nous parle des chiffres, on fait un grand bilan, mais où est passé l'argent? Plus de trois quarts du total estimé des financements climatiques ont soutenu cette activité d'atténuation. Un sixième enjeu était consacré à l'adaptation de cette proportion. Voilà. Il y a dans l'une de nos présidentes places, il y a, je crois, un participant qui nous a expliqué que l'argent là qu'ils mobilisent, eux-mêmes utilisent leur argent. Ils mobilisent le financement et ils se payent eux-mêmes sur cet argent. En termes de salaire et de je ne sais pas quoi. Au point où ils consomment, ils peuvent consommer 90% de l'argent mobilisé pour l'aide internationale. Avec leur salaire et leurs ceci, leurs ONG, ils se payent tout cet argent. Alors, on s'est demandé si, est-ce que les 61 milliards ne sont pas passés dans le salaire des ONG humanitaires et tout ça là? Oui, ils ont dépensé cet argent, mais est-ce que c'était pas pour payer leur salaire et leurs avantages? On ne nous dit pas les projets qui ont consommé cet argent. Donc, on a visiblement un problème au niveau des résultats, en dépit du rapport. Sur le terrain, on ne voit pas de réalisation. Très bien. Question, remarque.
au sujet du fonds vert. Alors, voyons le second fonds, qui est le fonds pour l'environnement mondial, destiné à protéger la biodiversité. Alors, le fonds pour l'environnement mondial est un fonds destiné à lutter contre la perte de la biodiversité, le changement climatique et la dégradation de l'environnement. Il aide les pays en développement à répondre aux priorités environnementales et à adhérer aux conventions internationales en la matière. Donc, un fonds spécialement créé pour la biodiversité. Alors, le FIDA, qui est un organisme d'exécution du Fonds mondial pour l'environnement, soutient la gestion durable des terres, de l'eau, de l'agriculture intelligente face au climat, l'agroécologie, la conservation de la biodiversité, l'adaptation au changement climatique, au renforcement de la résilience. Alors, donc, on voit qu'il y a des initiatives. Théoriquement, il y a des initiatives, il y a des projets. On nous parle ici, depuis sa création en 2001, ce partenariat a bâti un portefeuille actif de plus de 200 millions de dollars dans le cadre de 35 projets et 1,9 milliard US en cofinancement. Ces projets ont des champs d'application variés. Donc, il y a des, théoriquement, il y a des... Mais ici, comme précédemment, la question est celle des résultats concrets. L'enjeu étant de mesurer les résultats avancés, l'impact de ces financements sur l'objectif recherché, notamment dans les pays les plus vulnérables. Donc, voyez-vous, on est un peu surpris face à l'existence. On nous dit les faits, et puis leurs résultats, les bilans, tout ce qu'ils, euh, tout le rapport financier, là, quand on confronte à la réalité, on est surpris. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est vrai? La question qu'on se pose, est-ce que ces chiffres sont vrais? Est-ce que ces rapports sont vrais? Et c'est la question que je pose à la classe. Est-ce que ce financement est vrai? Est-ce que ce financement est vrai, chère classe? Bien.
troisième fonds, le fonds d'adaptation au changement climatique. Alors, donc, ici, on va créer un autre fonds, un autre encore, et à l'époque, à l'époque des tensions entre l'ONU et les pays du Sahel, là, le Mali surtout, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Sahel, là, la mission onusienne qui était installée au Mali, je pense, pour lutter contre le terrorisme. Et puis, le professeur Niamsi, il essayait de montrer que tout, en fait, les fonctionnaires, les militaires, tout ce qui était envoyé au Mali, profitait pour passer du bon temps à Bamako. Au lieu de lutter contre les terroristes, les gars, avec tous les bons financements de l'ONU, ils passaient du bon temps à Bamako dans les meilleurs hôtels, les meilleures plages, les meilleurs repas, la bonne vie, plutôt que d'aller pourchasser les terroristes. Les bons salaires, la grande vie, les grandes missions, le confort, les hôtels 5 étoiles. C'est à ça que servait l'argent des Nations Unies, plutôt que d'aller poursuivre les terroristes dans la forêt. C'est ce que le professeur Niamsi était essayé de démontrer. Donc l'argent, le financement de la présence des forces, de, des forces onusiennes là, au Mali, était destiné à assurer leur confort, à profiter des gros salaires et leur confort dans le pays, plutôt qu'à financer l'objectif pour lequel cette force était constituée. Donc c'est ce sentiment qu'on a en lisant ces rapports, de dire que mais finalement, l'argent qu'ils ont mobilisé, ils l'ont consommé eux-mêmes. Parce qu'on ne voit pas les résultats sur le terrain, on ne voit pas les résultats. Alors, on ne voit pas de résultats, on va multiplier les fonds. Alors, quel est le sentiment qu'on a? Le sentiment qu'on a, malheureusement, c'est qu'aux Nations Unies, en dépit de toute leur bonne volonté, de leur de leadership qu'on doit leur reconnaître sur des enjeux internationaux, il faut reconnaître le leadership. Mais en matière de financement, on a comme le sentiment il y a quelque chose de malsain, il y a quelque chose de malsain dans l'appareil, il y a quelque chose de malsain dans la maison, que les gens de la maison de l'ONU s'arrangent à mobiliser l'argent et à utiliser l'argent pour eux, à profiter de l'argent collecté pour le financement international, ça les profite en premier. C'est malheureusement le sentiment qu'on peut avoir.
Alors, le fonds d'adaptation au changement climatique, c'est un fonds qu'on va créer. Vous voyez, voilà, on va abandonner l'idée de contribution des États. Parce que Ban Ki-moon et son équipe stratégique ont déjà analysé l'affaire. Ils ont vu que avec les États là, ça ne va pas marcher. On va créer dans notre fonds qui sera alimenté par une taxe internationale fondée sur le mécanisme de développement propre mis en place par le protocole de Kyoto pour financer les projets au programme d'adaptation au changement climatique dans les pays en développement qui sont souvent affectés. Voilà. Et cette fois-là, c'est une taxe. Une taxe. Donc, entre son lancement en 2007-2017, en 10 ans, il a financé des projets d'adaptation dans plus de 60 pays d'un montant de 500 millions de dollars. Vous voyez le bilan, hein? Le bilan, il est là. Il y a un bilan, mais quel projet? Pour quel impact? Alors, on nous dit qu'en 2013, le Conseil du Fonds a fait allouer environ 200 millions de dollars pour soutenir l'adaptation au changement climatique dans 29 pays. En octobre 2015, le Fonds pour l'adaptation avait engagé 331 millions de dollars dans 54 pays. Et puis, c'est la Banque mondiale qui gère ce fonds. Dernier fonds, le fonds d'investissement pour le climat. Un autre fonds. Déjà, l'appellation est intéressante. Fonds d'investissement pour le climat. Alors, donc, le fonds d'investissement pour le climat sert à financer des initiatives, des projets et des technologies visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à s'adapter au changement climatique ou à promouvoir le développement durable. Alors, ces initiatives peuvent cibler les projets nationaux et internationaux spécialisés tels que l'agriculture, l'énergie renouvelable, le développement des technologies.
c'est clairement un fonds destiné à financer la transition écologique. Alors, il existe différents types de fonds d'investissement, il y a des fonds gouvernementaux, fonds verts pour le climat, fonds d'action à la ferme pour le climat, qui est une initiative du gouvernement canadien pour aider les agriculteurs à lutter contre le changement climatique, fonds des solutions climatiques axées sur la nature, fonds gouvernementaux canadiens notamment, des fonds multilatéraux, fonds d'investissement climatique, qui est un partenariat de plusieurs banques multilatérales de développement qui financent des projets d'action climatique dans les pays en développement, fonds privés spécialisés, fonds de capital risque, fonds axés sur l'agriculture. Alors, la question, c'est comment les fonds soutiennent l'action climatique. Les fonds d'investissement pour le climat soutiennent l'action climatique de plusieurs manières en finançant les, des projets. Ils fournissent des capitaux ou des projets concrets de réduction comme la reforestation, le développement de nouvelles technologies, la mobilisation du secteur privé. Alors, dans le cadre de la mobilisation du secteur privé, ils utilisent des financements comme ceci pour attirer des capitaux privés dans les investissements respectueux du climat. Bien. Alors donc, au final, on voit bien qu'il y a une panoplie d'initiatives pour financer les actions climatiques. Et la question, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi, en dépit de l'existence de tous ces mécanismes le financement de la lutte contre le changement climatique reste problématique en Afrique? Pourquoi tous ces mécanismes financiers ne produisent pas, n'ont pas un impact? Pourquoi on a de la misère à mesurer les résultats de ces financements en Afrique? Il y a beaucoup de questionnements. Il y a beaucoup de questionnements. Au sortir,
on est plus troublé, on est plus troublé, on a le sentiment que quelque chose ne va pas sur la question du financement. Et la question, c'est qu'est-ce qui ne va pas? C'est souvent la question quand vous allez voir un médecin, quand vous allez voir un médecin, quand il vous accueille, ah, bonjour monsieur, et vous ensuite, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, j'ai mal à la tête, j'ai mal, vous commencez à décrire tous les symptômes. Et ce sont ces symptômes que je viens de présenter. À savoir qu'il y a une panoplie de mécanismes de financement, un bilan, mais sur le terrain, rien. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi le financement de l'action climatique demeure problématique en Afrique? Alors, je crois qu'il y a un prof qui nous dit que parfois les questions sont plus importantes que les réponses. Donc, on a besoin de construire, on a besoin d'une réponse. En tout cas, ce n'est pas ce coup débouche une problématique. Et donc, on comprend il faut une suite. Bien. Alors, on passe maintenant à la conclusion générale du cours. Alors, Christelle Cornille, qui est une spécialiste du droit de l'environnement en Afrique, très connue, des spécialistes qui ont une réputation internationale, elle a justement écrit un ouvrage sur un article sur la fabrique d'un droit climatique au service de la trajectoire 1,5 degrés Celsius en 2021. Dans cet article, elle montre comment on a fabriqué, construit un droit climatique pour diminuer le réchauffement planétaire à un seuil acceptable qui est celui de 1,5 degrés Celsius, qui correspondrait à l'ère pré-industrielle. Donc, le droit qui devrait permettre d'atteindre cet objectif. Alors, Christelle Cournil nous dit que le droit de la nature, le droit de la nature, le droit de l'environnement, on pourrait l'appeler ainsi, et l'urgence climatique ouvre un nouveau chapitre
en droit international. Donc, les réflexions sur le droit et l'urgence climatique redessinent le droit international. On est dans une ère nouvelle. L'urgence climatique, selon Christelle Cornille, va bouleverser le droit international. En créant un nouveau chapitre. Le droit international s'est construit au fil des siècles avec les problématiques propres à chaque époque. Et aujourd'hui, on va l'actualiser, on va ouvrir un nouveau chapitre pour prendre en compte l'urgence climatique. Il faut actualiser le droit international. Il faut mettre à jour le droit international. Il faut revoir le droit international à la lumière des nouveaux enjeux, à savoir l'urgence climatique. C'est ce qu'elle nous dit. Les politiques qu'on observe, et notamment les politiques de développement, dans les pays africains notamment, les pays africains, tous sont engagés. La priorité numéro un des pays en développement, c'est le développement. Et le développement a une facture, laisse une empreinte climatique. Le développement contribue à augmenter le réchauffement climatique. Donc, l'Afrique est dans une trajectoire de développement, ce qui suppose qu'au lieu de diminuer ses émissions de gaz nocifs, le processus dans lequel les pays africains et ou sont engagés va plutôt dans le sens d'aggraver le problème. Mais il n'y a pas que l'Afrique. De manière générale, les politiques menées par les États à travers le monde laissent à penser qu'on va plutôt dans une trajectoire de l'augmentation de la température à 3,5 degrés Celsius. On est actuellement dans une trajectoire, on est actuellement à 1,5 degrés, ce qui nous cause les phénomènes extrêmes récurrents que nous sommes en train de vivre, une catastrophe, une crise climatique. Mais nos politiques, à l'échelle mondiale, tendent à une augmentation de 3,5 degrés Celsius. Donc, une aggravation du problème, une démultiplication des crises, un niveau extrêmement dangereux. Une planète
invivable. On court collectivement vers la catastrophe à cause de nos politiques. Et parmi ces politiques, il y a la question du financement que nous venons de voir, qui est inefficace, inexistant, inopérant dans les pays en développement. La crise climatique est reconnue comme une urgence planétaire qui va redéfinir le paysage du droit international. Alors, cela signifie quoi? Que les internationalistes, ceux qui s'intéressent ou ceux qui sont spécialisés sur les questions internationales, doivent se former au droit de l'environnement, au droit climatique, que cette discipline est désormais incontournable pour les internationalistes. La reconnaissance de la nature en tant que sujet du droit, alors donc la CIJ va reconnaître que la nature est désormais sujet de droit. Et donc, dans cet avis de la CIJ, va reposer sur les obligations des États contre le changement climatique, en vertu du droit international. Et ça va nous intéresser dans le contentieux. Cet avis souligne que les États devraient prévenir les dommages importants au climat, réduire les émissions de gaz à effet de serre et coopérer à la protection des puits de carbone. Le non-respect de ces obligations engage la responsabilité internationale, y compris des obligations de cessation, de non-répétition et de réparation. Le message est clair. L'inaction n'est pas seulement un échec politique, mais une violation du droit international. Donc l'urgence climatique va redessiner la responsabilité internationale des États. Et donc consacrer une obligation de lutter contre le changement climatique. Ça relève désormais du droit positif. Donc, le non-respect engage la responsabilité internationale de l'État. Donc, on va voir se développer un contentieux ayant pour fondement le non-respect des obligations internationales de l'État en matière de lutte contre les changements climatiques. Alors, donc, ces avis de la CIJ réaffirment que la protection du climat est une obligation
contraignante en vertu du droit international. Alors finalement, ils permettent aux communautés locales, aux municipalités, aux autochtones d'utiliser ces normes internationales comme outil de plaidoyer juridique. Un droit pour le climat. Finalement, le droit climatique n'est pas un droit unique, mais c'est un ensemble d'engagements juridiques et politiques internationaux et nationaux qui visent à protéger le système climatique et garantir un environnement sain. Il se concrétise par divers types de lois nationales, européennes sur le climat, l'accord de Paris, mais aussi les décisions judiciaires, comme celui de vivre dans un environnement sain, reconnu dans la plupart des législations du monde entier. Alors, donc, l'émergence de ce droit climatique va reposer surtout sur des instruments internationaux et régionaux, et notamment les principes que nous avons revisités à l'occasion de notre cours sur le droit international et l'environnement, tels que le principe de précaution, la transparence, la participation et la démocratie environnementale, entre autres. Et le public, dans tout cela, en droit climatique, le public doit avoir son mot à dire dans la prise de décision environnementale, d'où l'importance de la démocratie environnementale qui a été adoptée justement à Rio et qui repose sur trois, quatre piliers. À savoir la transparence et l'accès à l'information environnementale, la participation du public et l'accès à la justice. Alors, pour terminer, Christelle Cournil nous dit que pour atteindre l'objectif de 1,5, on dispose d'une boussole inédite. Dans l'accord de Paris, après l'adoption de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et du protocole de Kyoto, l'accord de Paris a fixé une nouvelle ambition pour les politiques climatiques globales et enclenché la riposte mondiale dans une démarche inédite de coopération et d'engagement à la fois top-down, bottom-up et flexible, ainsi que ce cap 1,5 qui introduit un objectif de température fixé pour le long terme et accompagné d'un mode d'emploi et d'un calendrier. Bref, elle nous dit que le droit, on dispose d'un outil important, c'est le droit climatique, pour atteindre l'objectif de 1,5. Donc, là, au final, la communauté internationale s'est dotée d'un important outil, mécanisme juridique, l'accord de Paris, pour atteindre l'objectif de stabiliser le système climatique mondial. Très bien. Alors, pour terminer,
quel rapport entre le droit et l'urgence climatique? Mais en fait, l'accord de Paris et les autres instruments juridiques, les principes et les décisions judiciaires constituent un package pour atteindre l'objectif de stabilisation du climat. Donc le droit, par le biais du droit, on s'est donné les moyens de résoudre la crise climatique. Donc voilà ce qu'il fallait retenir de ce cours. Alors, commentaire à la classe. Et là, je veux souligner que, en principe, le prochain cours, celui au contentieux, devrait initialement faire partie sur le droit climatique. Mais compte tenu de son importance, on a cru devoir le séparer. Mais en principe, ça devrait être un cours sur le, le droit climatique. On aurait pu le subdiviser en deux, droit climatique 1 et droit climatique 2, pour garder l'unité structurelle du cours. Mais on a préféré le séparer et l'appeler contentieux climatique. Sinon, c'est le prolongement du droit climatique. C'est un élément essentiel, une composante essentielle qu'on verra dans 2 semaines. Question à la classe. Ah, disons réaction à l'issue du cours. Sentiment général. Quel est votre sentiment général à l'issue de ce cours? Maître Patrick, on veut vous entendre pour le mot de la fin. Conseiller Jeff, on veut vous entendre. Maître Alingui, Ah oui. Bonjour, prof. Joyeuse fête de Pâques. merci. Vous de même. Bonne Pâques. Tout ce qui me reste, c'est vous dire merci parce que votre cours, c'est comme si nous étions dans l'obscurité et vous nous avez amené la lumière. Quoi, je vous dis nécessaire de vous dire sincèrement merci beaucoup pour votre cours qui va beaucoup nous aider à appliquer aussi les droits miniers que nous avons aussi appris à l'Institut. Merci, prof. Merci, vraiment merci beaucoup. En fait, je n'ai cessé de vous le dire que mon sentiment, c'est que c'était le meilleur cours. Hein. Ça, c'est mon sentiment. Pour moi, c'est le droit de l'environnement, c'est le meilleur. Bonjour mon professeur, bonjour. Oui, Patrick, bonjour et bienvenue. Merci, merci infiniment. Bonne fête de Pâques. Bonne fête à vous. J'étais au culte et puis je me suis arrangé pour revenir vite et ne pas rater ces merveilleux cours d'aujourd'hui. Excellent. Mais tout en vous présentant mon désarroi parce que je vais rater la cérémonie des remises des diplômes
alors que je voudrais très bien venir y participer avec vous au Canada. Mais ce n'est que partie remise. Comme je vous l'ai dit, chaque année, nous organisons une séance. Si le temps a fait défaut, on se prépare pour l'année prochaine. Donc, ce n'est que partie remise. Ah, ok. Il n'y avait pas, monsieur le professeur, un communiqué officiel dans le groupe, parce que si j'étais tombé sur un tel calendrier, je me préparerais déjà en évidence pour être... Mais non, on euh, l'a fait. Dans la salle, on a par exemple Maître Alingui qui a été informé. D'ailleurs, beaucoup de vos collègues dans la salle ils étaient au courant. Maître Franck, le conseiller Jeff, qui ont fait des démarches. Donc oui, on a vraiment appelé là-dessus puisque c'est important pour nous. oh là là. C'est important pour nous, c'est très important votre participation. Ok. La, Donc, la, la rencontre n'a pas, elle est organisée pour nous. C'est vraiment entre nous là. C'est pas le public. Le public, c'est pas le public. Le public n'est pas invité à cette rencontre-là. C'est, c'est nous les participants, l'institut, c'est notre rencontre. vraiment. Ok. Donc, pour l'obtention faire les démarches et remplir des formalités, obtenir le visa, je pense que les délais déjà Oui, dépassés. à ce jour, c'est dans un mois. Non, le délai est extrêmement court. Il n'est pas D'ac- impossible, mais techniquement très court. D'accord, monsieur le professeur. Alors, donc vraiment, on vous remercie. On n'a pas fini avec le cours. On n'a pas fini avec le cours. Le prochain cours, c'est droits de l'homme et environnement. Ça va nous préparer justement. Il y a, dans le contentieux, on va voir que le fondement droit de l'homiste constitue un pilier important de ce contentieux. Et donc, dans la stratégie des avocats, on va beaucoup s'appuyer sur les droits de l'homme pour actionner, en justice dans le cadre du contentieux climatique. D'où l'importance de ce cours qui va ouvrir la voie à l'étude du procès climatique. Donc, alors, merci beaucoup et on continue nos discussions et nos réflexions sur le droit climatique en Afrique. Allez, bon dimanche.